Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue, ouverture. La sonnerie familière du téléphone. Allô, bonjour docteur, ici la maman de Julien. Pause, silence entendu, Julien est un petit bonhomme unique au monde. Que ce fort beau prénom soit tout de même suffisamment répandu pour qu'une petite incertitude puisse s'installer dans son identification complète, n'effleure même pas la maman de Julien. Son pédiatre, le sien propre, est censé l'identifier immédiatement. Il va pouvoir répondre de façon personnalisée à l'appel, quel que soit l'endroit où il se trouve, face à l'ordinateur, ou dans sa voiture et dans tout lieu que l'invention du téléphone portable a rendu accessible à un appel. Le plus étonnant, et tous mes confrères en ont fait l'expérience, est que réellement son pédiatre sait quasi instantanément de qui il s'agit. Il faut dire que ce cher Julien commence à perturber sérieusement l'écosystème familial à l'équilibre fragile. Julien dort mal, c'est-à-dire insuffisamment au gré de ses parents. Il mange mal, c'est-à-dire beaucoup moins que la quantité préparée par sa maman, ou au contraire il réclame tout le temps à manger, terme empreint de paradoxe à l'âge où n'ayant pas encore l'usage de la parole, sa réclamation est affaire d'interprétation. Plus âgé, il regarde le pot d'un air dédaigneux. Il a l'audace de ne rien écouter, impression parentale sans doute excessive, mais qui peut avoir sur la vie quotidienne un effet d'agacement majeur. Il a régulièrement une attitude insolente, et se permet de répondre aux remarques. Il est très agressif avec sa sœur, ou son frère, dont les 50 cm à peine arrivés à la maison envahissent déjà un territoire parental dont Julien pensait être l'exclusif détenteur. Il mord ses camarades d'école qui ne lui avaient rien fait, ou au contraire, selon ses dires, il est devenu leur souffre-douleur. Il apporte des cahiers d'écriture remplis de pâté. Il oublie ses affaires à l'école et perd son bonnet et ses gants chaque trimestre. En grandissant, Julien pose le problème épineux de son passage au cours préparatoire, également nommé grande école, dénomination pleine d'anticipation, à rendre jaloux les élèves de l'ENA ou de Polytechnique. Puis il faut intégrer avec tout le péril que cela représente la classe de 6e du collège voisin, avec les copains du cours moyen. La classique visite estivale de cette bâtisse l'a fait ressembler à un territoire hostile, que les rumeurs propagées au collège contribuent à rendre peu sympathique. Puis ce sera le lycée, l'acné, la pilule, les sports à haut risque comme le karaté et la sortie du samedi soir. Enfin, la maman de Julien me téléphonera un jour en disant « Je crois qu'il peut venir seul, je lui ferai une liste et je passerai régler la consultation. » Venir seul, c'est possible, téléphoner lui-même, c'est encore un peu tôt. C'est le dernier fil, celui du téléphone, même cellulaire, qui peut rattacher la maman de Julien à son pédiatre, dont on ne sait trop s'il appartient à Julien ou à sa mère. Notons dès à présent qu'il s'agit là d'une appropriation spécifiquement maternelle, car je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un père parler de son pédiatre, mais bien de notre pédiatre. Tout au long des années passées ensemble se posera la question : de qui le pédiatre est-il le médecin ? De l'enfant toujours, des parents parfois. Il y a dans chacun de ces appels la même question sous-jacente, celle que cachent toutes celles qui m'ont été posées pendant ces années : suis-je un bon parent ? Ou plus modestement, selon la formule de Bruno Bettelheim, à part good enough, un parent acceptable ? Si les parents veulent jouer correctement leur rôle de parents, le fait est que trop souvent ils pensent au rôle et oublient le jeu. Cette dimension ludique est pourtant celle qui leur permet d'approcher au plus près l'enfance devant laquelle ils se sentent parfois démunis. C'est dans cette dimension de jeu que le pédiatre agit. Il a un privilège d'identification, tantôt à l'enfant, tantôt aux parents, dans une gymnastique naturelle sans gêne ni intrusion, prenant son rôle dans une situation aiguë. C'est ainsi qu'il arrive que des vérités se découvrent, qui autrement pourraient être délicates à dire ou à entendre, grâce à ce passage très provisoire par la voix d'un médecin médiateur. Ce parcours commun dure en moyenne 15 ans, mais j'ai choisi de consacrer ce qui va suivre aux 3 premières années, celles qui séparent l'instant magique où l'enfant paraît, de celui où il entre pour la première fois à l'école maternelle. Et toujours pour limiter un sujet aussi vaste, j'ai imaginé que pour le moment, il n'a encore aucune concurrence fraternelle. Première partie de 0 à 3 ans. Premier mouvement, trio. 1. Tout commence donc par un appel téléphonique,
dont le motif est la prise du premier rendez-vous. N'ayant par choix jamais disposé d'un secrétariat, j'ai pris personnellement ce premier appel, à l'exception notable des 15 premières années de mon exercice. Pendant mes nombreuses tournées de visite à domicile, avant que l'invention du téléphone portable ne simplifie les contacts, mon épouse répondait aux appels. Elle notait les rendez-vous et les adresses, en suppliant mes propres enfants d'éviter à ces moments précis de se disputer, de crier et de saturer totalement la sphère acoustique de leur mère. Qui n'a pas connu cette redoutable propension des enfants à se découvrir un impérieux besoin parental, à l'exacte seconde où ce parent se dirige vers son téléphone? Au moins mes patients se sont-ils rendus compte qu'être pédiatre ne vous exempte pas des soucis quotidiens de la parentalité. J'ai remarqué qu'il arrive fréquemment que la date du rendez-vous soit fixée, et l'appel quasi terminé sans qu'un nom ait été prononcé. C'est ce non-dit ou non-dit qui me contraint même à poser la question. La première pierre de l'édifice va donc être posée par la réponse donnée à ma question. À quel nom dois-je inscrire le rendez-vous? Première ambiguïté, la réponse est très souvent « Voulez-vous mon nom ou celui du bébé ?» Preuve, s'il en était besoin, que dès le départ le pédiatre sera l'interlocuteur de l'enfant et des parents. En revanche, quand un nom m'est donné spontanément, je me contente de le noter et je constate le jour du rendez-vous que dans une bonne moitié des cas, le nom qui m'a été donné est celui de la mère et non celui du bébé. Dans sa présentation, la mère utilise des phrases à la première personne du singulier, « je viens d'accoucher » ou « je viens d'avoir un bébé » ou bien encore « je voudrais un rendez-vous pour mon bébé qui vient de naître ». Le possessif « mon » mien est quasi systématique. Quand le père téléphone, le ton change. Il n'a pas le problème du choix du nom et s'exprime davantage à la première personne du pluriel. Nous venons d'avoir un bébé ou je voudrais un rendez-vous pour notre enfant. Il arrive aussi que, révélant la nature sportive de haut niveau qu'est l'arrivée d'un nouveau-né, son premier appel soit un appel à l'aide. Nous avons des problèmes avec notre bébé qui vient de naître. Cette formule anticipe une question que je tente de poser à chaque fois lors de ce premier appel. Est-ce que tout se passe bien? Ou adoptant une formule plus ouverte. Avez-vous des questions en attendant le rendez-vous? Si je ne fais que tenter de poser la question, c'est qu'il me faut reconnaître que cette formulation idéale et ce temps d'échange proposé dépendent un peu du moment où l'appel arrive. Le but n'est pas d'entamer une véritable conversation, pour laquelle je ne suis pas toujours disponible au moment de l'appel. Cependant, amorcer dès cet instant notre futur dialogue au-delà d'une simple prise de rendez-vous est une des raisons pour lesquelles je pense que ce premier appel devrait toujours être pris par le pédiatre. Il est bien rare de n'avoir aucune question à cet instant, et nombre de petits soucis initiaux ont pu ainsi être résolus avant le premier rendez-vous en chair et en os. 2. Le grand jour du premier rendez-vous est arrivé. Dans 99% des cas, les deux parents sont présents. La date et l'heure de ce premier rendez-vous ont été planifiés pour que tous deux puissent être là. Ils sont à l'heure assis sur deux chaises voisines dans la salle d'attente. Entre eux ou sur les genoux la coque contenant Julien et au moins deux sacs mystérieusement remplis posés au sol. À leur côté, sur un petit meuble à roulettes, sont posées diverses revues, respectant la parité homme-femme et censées occuper la curiosité de chacun. Un porte-revues en plastique moulé à 3 étages, fait de tubes de couleur jaune, bleu et rouge présente des livres et magazines enfantins. Ce jour-là les parents n'ont cure des revues. Leur regard est fixé sur Julien paisiblement endormi. C'est ainsi que je les découvre au moment où j'ouvre la porte de mon bureau, souriant, la mine néanmoins un peu fatiguée. Ils pénètrent dans le cabinet, hésitant à s'asseoir et surtout à poser la précieuse coque dans laquelle Julien est tranquille et détendu, les yeux clos. Il s'agit souvent d'une des premières sorties, et les voilà qui tirent des sacs mystérieux tout le nécessaire pour tenir un siège. Couche et lingettes de rechange, crème ou liniment pour une petite toilette, tétine si l'usage en a déjà été introduit, lange ou linge pour essuyer le visage en cas de régurgitation inopinée et avec une légitime fierté le carnet de santé. Ce petit livre essentiel avait autrefois en Alsace un aspect austère, avec une couverture bleu marine vide délavée, laissant une petite place à un rectangle blanc où s'inscrivait au stylo bille un nom et un prénom à peine visibles. Son aspect aujourd'hui est plus joyeux et coloré, car tous les parents font l'emplette d'un protège-carnet, le plus souvent en tissu et de couleur vive.
Il donne dès son apparition la mesure du bonheur éprouvé par la naissance de Julien, dont le prénom brodé et parfois la photo ornent la couverture. À cet instant précis, les pages du carnet sont la plupart du temps vierges, à l'exception des circonstances de l'accouchement, de l'examen néonatal, et de quelques remarques faites par le service de maternité pendant le séjour. Il peut arriver aussi qu'un poids et une taille soient notés par la puéricultrice du secteur ou une sage-femme, lors d'une visite au domicile effectuée quelques jours après le retour. Faisons à présent un retour en arrière, dans ce qu'on appelle la période prénatale. Elle constitue avec la période néonatale une entité, la période périnatale. Cette entité périnatale n'apparaît pas suffisamment dans les manuels à la disposition des futures mamans. Je le regrette, car il serait très utile de parler avec les futurs parents de l'enfant à venir avant la naissance, surtout avec les futurs primipares confrontés à la venue prochaine de leur premier bébé. Quand il s'agira du deuxième enfant, l'approche sera différente. Il y a déjà eu un parcours commun avec un pédiatre, parcours plus ou moins aisé, qui a cependant permis aux parents de se découvrir une réelle compétence. Les problèmes ou du moins les questions ne manquent pas, mais ils s'inscrivent dans une sphère différente qui n'appartient pas à cet ouvrage. Attachons-nous donc à cette première naissance, et évoquons ensemble cette période périnatale qui nous ramènera au fameux premier rendez-vous. 3. La période anténatale ou prénatale. Commencer à parler d'un enfant dès avant sa naissance permet de mettre en place ce qui peut paraître comme une évidence, mais qui n'est pas toujours aussi clairement perçu. La parentalité commence le jour de l'annonce de la grossesse. Une fois annoncé, le bébé est déjà rêvé pendant les mois qui passent, paré de nombreux projets pour les années à venir et ressenti au sens physique du terme. Par ses mouvements in utero, hoquets, retournements, petits coups de pied, il fait prendre conscience à la future mère de ce rôle porteur de vie, et au futur père d'une réalité palpable parfois difficile à concevoir. Puis vient le choix du prénom, qui concrétise encore davantage la réalité de l'enfant à venir. À ce stade, les futurs parents d'un premier enfant sont par définition inexpérimentés. Leurs seules références solides sont leurs propres parents, un frère ou une sœur, des amis ou des collègues de travail. Voyons cela en détail. L'histoire de la précédente génération est faite de récits, précis ou partiels, souvent enjolivés et devenus des mythes familiaux. Cette histoire va induire chez le jeune couple des comportements de reproduction ou de rejet, volontaires ou involontaires. Il ne faut pas oublier la présence dans la saga familiale de secrets encore enfouis, dont la trace inconsciente est, nous le savons, indiscutable. Lors de la grossesse, la future mère est souvent submergée de conseils de sa propre mère, conseils dont il lui est d'autant plus difficile de s'extraire que ses rapports avec elle sont bons. La jeune femme va accéder à un territoire jusque-là inconnu, qui est celui de la maternité. Tout le travail d'autonomie qu'elle a mené tout au long de sa vie d'avant risque de devoir être recommencé dans cette fonction inconnue pour elle, où règne sa mère. Peu importe en fait qu'il y ait eu des conflits entre elles au temps de l'adolescence, le champ d'affrontement ne connaît aucune jurisprudence. La hiérarchie est clairement établie, la future grand-mère sait, alors que la future mère ne sait pas. D'où la grande difficulté pour la future mère de préserver un territoire vierge de conseils, dans lequel elle pourra inscrire sa propre histoire sans idée préconçue. Le problème est que les lignes bougent, comme il est dit volontiers aujourd'hui, et que chacun a du mal à définir sa place. Est-il utile de vouloir à tout prix conseiller les futurs parents sur le comportement et l'alimentation d'un nouveau-né qui n'est pas encore arrivé, sur la meilleure marque de poussette, la meilleure marque de petits pots, de couches ou de vêtements pour l'hiver, sur l'heure idéale des sorties? Il est légitime et souhaitable que les grands-parents aient toute leur place dans l'attente de l'heureux événement, s'en réjouissent pleinement, mais sans suggérer par avance des recettes et solutions pour des problèmes qui n'existent pas encore. Il me semble plus judicieux que chacun des grands-parents, à sa manière, son rythme et son envie, raconte au futur père et à la future mère l'enfant qu'il a été. Cette réactualisation du futur parent en ex-enfant se fait rarement à ce moment de la vie de la famille. Ce serait pourtant le moment idéal pour le faire, pour éviter que dans les innombrables situations de questionnement du premier âge de leur enfant, les parents se voient régulièrement bombardés du classique et redoutable « toi à son âge ». Phrase déstabilisante et parfois pathogène,
car le plus souvent instillé sur le ton de la comparaison, donc du jugement de valeur, qui fait douter le parent de sa capacité à résoudre le problème posé. Dans ces moments délicats, le futur parent a besoin de se sentir conforté dans son rôle de parent et c'est à lui de définir la place de son enfant. La petite phrase « toi » à son âge, quel que soit le ton de la voix, quel que soit le sens donné, positif ou négatif, renvoie le parent à son ancienne condition d'enfant. Ce retour à l'enfance peut être douloureux s'il n'est pas souhaité, la remarque peut toucher un domaine sensible. Elle peut renvoyer à une période délicate dont le souvenir est désagréable, ainsi dans l'acquisition de la propreté. Les dégâts peuvent être considérables, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà pourquoi l'accès à la condition de parent est quelque chose de magique et de périlleux en même temps. Une prévention efficace de nombreux troubles des premiers temps de la parentalité me paraît passer par ce dialogue prénatal, entre les futurs parents et ceux dont ils resteront éternellement, les enfants. 4. L'accouchement et le séjour à la clinique. L'accouchement a eu lieu, Julien est né. Toujours dans l'optique d'un premier-né, le séjour à la clinique est en général un séjour mère-enfant. Le père demande rarement à partager ses premières nuits. Ces quelques jours de solitude vont surtout lui permettre de peaufiner les derniers détails techniques de la maison, acheter les quelques points de la liste que le départ à la maternité n'a pas permis de finaliser, donner un dernier coup de pinceau dans la future chambre d'enfant. Faire la cuisine est clairement au-dessus de ses forces. Il va le plus souvent dîner chez des amis. Une tradition galloise peut le conduire à fumer un cigare pour la naissance de Julien, j'ignore celle qui régirait la naissance d'Emma. Le jeune papa peut aussi revenir quelques jours chez ses propres parents, s'exposant à un début précoce d'enseignement du parfait père. Dans la journée, il est à la maternité un visiteur parmi d'autres, muni tout de même de quelques privilèges. Il n'est pas astreint aux horaires de visite. Il peut faire sans relâche des photos ou des films de Julien et de sa maman. Il peut tenir dans ses bras la merveille du monde, et parfois lui donner le biberon si la maman n'allaite pas. Il dispose les fleurs dans des vases fournis par la clinique qui semblent en avoir des stocks inépuisables, et les sort de la chambre le soir. Les deux parents ont droit à une formation quotidienne accélérée de puériculture à la pouponnière. Ce séjour est malheureusement de plus en plus court. La durée moyenne de séjour en service d'accouchement est actuellement en France de 6 jours après une césarienne, de 3 à 5 jours pour un accouchement naturel par voie basse, ou même 2/3 jours avec le système AD, hospitalisation à domicile consistant en un suivi à domicile par une sage-femme ou une puéricultrice. C'est insuffisant pour reprendre des forces physiques, c'est très insuffisant pour prendre conscience de ce que va représenter le retour à domicile. Cela ne donne guère aux parents le temps de poser à tous les intervenants, médecins, puéricultrices, sages-femmes, les questions nécessaires pour préparer ce retour. Le bouleversement de la naissance fait qu'il est bien difficile d'imaginer les questions à poser sur un sujet encore inconnu. Le temps que ces questions adviennent, le séjour est déjà terminé. Enfin, la mise en place de l'alimentation prenant la plus grande place dans les conversations, il est difficile en quelques jours d'aborder d'autres sujets. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.